Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet dont j'ai hésité pendant un certain temps avant de le traiter, avant d'en parler. Parce que voilà, j'essaie de réfléchir à la manière la plus constructive de véhiculer mon message. Donc il s'agit en fait d'une expérience que j'ai eue lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais adolescent. Donc j'ai arrêté ça il y a 10 ans d'ici. Donc il s'agit en fait du rap. Donc j'avais fait de la musique à l'époque, j'avais fait du rap. Donc ça a duré 4-5 ans. J'avais commencé à 14 ans et j'ai terminé, j'ai arrêté vers mes 18 ans, un peu plus de 18 ans. Et voilà, c'était une activité qui me plaisait beaucoup, bien entendu. Donc j'étais passionné par ce que je faisais, j'étais vraiment investi et je misais beaucoup là-dessus. J'avais vraiment, je me disais voilà, je vais réussir là-dedans et je me voyais en fait faire ma vie en tant que rappeur. Et puis ça s'est arrêté subitement, alhamdoulilah, donc ça s'est arrêté subitement. Et ça n'a été qu'un grand bien pour moi. Et aujourd'hui c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Donc je risque peut-être d'être un petit peu... Enfin je risque de m'attarder peut-être sur certains points dans ce podcast parce que c'est un sujet, je vais dire, voilà, que je connais très bien, qui est dans un coin de ma tête depuis très longtemps et que j'aimerais vraiment être complet dans mes explications. Donc, moi, ce que je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet du rap, si vous êtes vous-même concerné ou si vous connaissez des personnes de votre entourage, ou alors c'est tout simplement un phénomène qui touche la jeunesse aujourd'hui, dans son ensemble. Donc si vous avez un intérêt pour la question, moi je vous invite vraiment à écouter ce témoignage jusqu'à la fin, en espérant qu'il vous sera profitable et que vous compreniez bien la raison pour laquelle j'ai arrêté. Donc je précise toujours, le but de cette vidéo n'est pas d'exposer les mauvaises choses que j'ai pu faire dans mon passé, hein, bien entendu, parce que il est clairement déconseillé, voire interdit d'exposer ses péchés et toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire. Donc ça n'est pas du tout mon but. Ça n'est pas non plus dans un but prestigieux de vous dire voilà, j'étais un rappeur, etc. Parce que bon, je n'en ai strictement rien à tirer. Et au contraire, c'est ce de quoi je me suis éloigné à l'époque, déjà à l'époque. Donc ça ne m'intéressait pas cette forme de prestige et cette reconnaissance, c'était pas du tout mon but, déjà quand je faisais du rap, donc voilà. Alors ça n'est pas non plus de dénigrer telle ou telle personne, tel ou tel rappeur, je ne citerai pas de rappeur, du moins j'essaierai de ne pas en citer, je vous citerai peut-être quelques références que j'avais à l'époque, mais mon but n'est pas de parler sur tel ou tel rappeur ou sur les dires de tel ou tel rappeur, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, ça n'est pas du tout mon but, pour la simple et bonne raison qu'on est tous responsables de nos actes, et que voilà, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit, c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans mes habitudes, et que je suis aussi clairement conscient qu'une personne qui est aujourd'hui, je vais dire dans un égarement, dans un mal quelconque, peut devenir meilleure que nous du jour au lendemain. Donc comme d'habitude, on ne condamne pas les gens, on condamne les actes. Voilà. Donc ici, moi, ce que je vais transmettre et ce que je vais qualifier de blâmable, c'est plus les actes que les acteurs. Si je me fais bien comprendre, donc voilà. En tout cas, mon but n'est pas de parler de qui que ce soit. C'est vraiment tout simplement de vous partager une expérience personnelle durant laquelle j'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment appris énormément de choses et aujourd'hui, je souhaiterais transmettre ça. Parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai été investi pendant plusieurs années dans ce milieu. J'étais vraiment très passionné, je vais vous en parler, hein, j'étais vraiment très passionné, j'étais vraiment imprégné de cette culture. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il est tellement devenu facile aujourd'hui de réaliser des clips, de monter une chaîne YouTube, d'enregistrer un son, que voilà, tout le monde aujourd'hui essaie un petit peu de s'improviser rappeur, surtout au niveau de la jeunesse. Je sais pourquoi finalement, hein, je comprends l'influence dans laquelle les jeunes évoluent, mais
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas vraiment, en fait. Et qu'ils sous-estiment. Et en fait, moi je considère que c'est un piège. C'est un piège. Et c'est une grande illusion. C'est une grande illusion. C'est un grand piège. Et voilà, je vais essayer un petit peu d'expliquer certaines choses. Alors moi, comme je l'ai dit, j'étais vraiment investi à fond dans ce milieu. C'était ma culture. Hein, c'est vraiment, je prônais cette culture-là. Je la défendais d'une certaine manière. Aujourd'hui, je précise que je suis complètement contre je suis complètement contre le rap et contre tout ce qui tourne autour et contre tout ce show business là. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, certes. Je suis pas un moraliste, je suis pas là pour venir faire la morale à qui que ce soit. Moi, je vous partage mon expérience, je vous partage mon avis sur la question à l'heure actuelle. Après ça fait 10 ans que j'ai arrêté, donc après 10 ans de réflexion et pour avoir quand même connu assez bien ce milieu-là. Et après voilà, bien entendu, c'est à prendre ou à laisser, mais mon but, c'est de vous partager un message constructif, contrairement où à l'époque, je partageais clairement des messages destructifs. Hein, quand j'écrivais des textes, ou quand j'enregistrais, ou quand je partageais des sons, et du moins la vision que j'avais, elle était destructive. Contrairement à aujourd'hui, j'essaie d'apporter quelque chose de constructif. Donc c'est un petit peu pour moi une façon un petit peu de réparer mes erreurs. Et voilà, vu quand on fait du rap, quand on est dans ce milieu-là, on laisse beaucoup de choses derrière nous. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses que beaucoup de rappeurs oublient, c'est que tout ce qu'ils disent, qu'ils font, va rester derrière eux. Et on connaît aujourd'hui des rappeurs qui se sont repentis, des rappeuses également, et qui sont dans l'incapacité totale de pouvoir, entre guillemets, supprimer leur passé. Quand je parle de supprimer leur passé, c'est-à-dire parce que ce sont des enregistrements qui continuent à être diffusés en radio, c'est des vidéos qui sont sur YouTube et qui resteront sur YouTube. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je parle. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, ça reste. Après, voilà, je ne rentre pas dans la dimension de la visible, entre guillemets. Hein. Si ces personnes-là ont été pardonnées ou pas, c'est pas ça ma question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on fait quelque chose, qu'on produit quelque chose, ça reste. Il y a une traçabilité, ça reste. Aujourd'hui, ce que j'essaie, c'est de laisser, de produire des choses, voilà, positives et constructives. Alors, je suis accompagnateur de projets d'entreprise, donc ça fait partie aussi de mon métier, entre guillemets, de mon activité et de ce que j'aime faire clairement aujourd'hui, parce que finalement, quand je faisais du rap, c'est ce côté-là aussi qui me plaisait beaucoup. C'était tout le côté entrepreneurial. Et ça a été une expérience entrepreneuriale très riche, vraiment très riche, parce que j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 14 ans, et j'ai dû me débrouiller dès le début. Et malgré tout, aujourd'hui, j'essaie d'en extraire toutes les choses positives que j'ai pu découvrir durant cette expérience. Et c'est ce que je veux vous partager également aujourd'hui. Donc voilà, en gros, c'est un rappel que je me fais à moi en premier, avant toute chose. Et ensuite, pour toute personne qui souhaite en savoir plus sur ce milieu, qui occupe énormément de place aujourd'hui dans notre vie, comme je l'ai dit, dans notre société, et surtout au niveau de la jeunesse, et aussi essayer un petit peu de s'en prémunir, d'une certaine manière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la musique, chez nous, c'était quelque chose de familial. J'ai toujours baigné dans une ambiance de musique au sein de la famille, donc surtout du côté de mon père, je veux dire au Maroc. Donc il y avait beaucoup de musiciens, etc. Donc j'ai vraiment grandi dans cette ambiance-là. Et quand j'étais tout petit, en fait, mais vraiment très très jeune, je pense que je devais avoir, 5-6 ans, un truc comme ça, j'étais fan de Michael Jackson. Donc j'étais vraiment fan de Michael Jackson. À l'époque déjà Michael Jackson qui était vraiment un des premiers dans la musique, hein. C'était vraiment déjà quelqu'un de très connu, de très célèbre et de très compétent, on va dire. Et en fait, ce que je faisais, je restais pendant des heures à écouter ses albums en boucle. Donc je m'asseyais, j'avais un casque, je me rappelle, j'étais devant une vieille chaîne hi-fi de chez mes parents, donc
Et comme ça, j'étais petit et j'écoutais. Je restais comme ça devant la chaîne IFI pendant... je pouvais rester des heures. Hein. Je me rappelle, je faisais aller mon pied en même temps que le tempo et j'étais vraiment à fond dans le truc. Et je restais comme ça a duré pendant plusieurs années comme ça. Hein. C'était vraiment, voilà. J'allais m'asseoir devant la chaîne IFI, je mettais mon casque et je mettais en boucle les albums de Michael Jackson. Et je me rappelle même que à cette époque-là, j'avais acheté d'ailleurs une poupée de Michael Jackson. J'avais 5-6 ans. J'étais complètement inconscient. Mais on voit déjà la place qu'occupent ces personnes dans notre vie, déjà à cet âge-là finalement. Alors bien entendu, je ne veux pas du tout à mes parents, parce que mes parents ont toujours fait le maximum pour me rendre heureux, épanoui. Et bon, moi j'ai mon avis sur la question aujourd'hui, bien entendu, mais qui n'est pas spécialement partagé par l'ensemble de ma famille. Et donc je respecte le choix de chacun, mais je sais qu'à cette époque, tout ce qui importait à mes parents, c'était mon bonheur. Donc, bien entendu, je ne leur en veux pas. Ce que je veux dire, c'est que il y avait déjà en fait toute une industrie qui était développée, et toute une comment je vais dire ça, tout un mécanisme, toute une sphère, toute une spirale autour de ces stars entre guillemets, comme on les appelle, hein, ceux qu'on rend stars du jour au lendemain, hein, ceux qu'on rend étoiles, pour dire ça autrement. Et on voit qu'ils occupent déjà en fait une part une espèce de place que devrait occuper, je veux dire, la divinité. C'est-à-dire c'est comme si on leur consacrait un culte déjà à ce moment-là, quoi. On les idéolâtre d'une certaine manière. Et on le voyait déjà à l'époque, hein. Donc il y avait tous les magazines, il y avait, parce que bon, c'était pas comme aujourd'hui, bien entendu. C'était des posters dans les magazines, c'était voilà, ça passait par la TV, il y avait pas YouTube. Donc quand il y avait un clip, on sautait dessus et on le regardait, on voulait rater aucune minute, parce que voilà, on pouvait pas le rediffuser comme on le fait aujourd'hui avec YouTube. Donc on était vraiment, voilà, il y avait vraiment tout un engouement autour déjà de ça, et on voyait déjà à cette époque des personnes qui étaient dans des concerts et qui s'évanouissaient quand ils voyaient un chanteur, Michael Jackson ou autre. Donc on voit déjà la place que ça occupait. Donc moi je me rendais déjà compte à cette époque-là, mais je trouvais ça normal, bien entendu, parce que j'étais petit, j'avais pas toute ma conscience, et c'était tout ce que j'avais comme modèle finalement. Donc voilà. Et puis vers mes 12 ans, donc j'ai grandi dans cette ambiance-là. Puis vers mes 12 ans, j'ai commencé à découvrir le rap américain. Donc Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Exhibit, Tupac. Vraiment tout ce côté-là, hein, beaucoup Snoop Dogg. J'étais vraiment beaucoup accroché à Snoop Dogg. Et voilà, à nouveau, là il y a eu l'apparition de YouTube, si je m'en souviens bien. Donc il était possible de regarder les clips sur YouTube, mais c'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui, et pas aussi, ça n'occupait pas autant de place qu'aujourd'hui dans nos vies. Mais si je me trompe pas, il y avait déjà YouTube. En tout cas, je parvenais à regarder les clips sur Internet, je me rappelle. Et à nouveau, là je me suis penché à fond sur la culture vraiment américaine, hip-hop américain, et je regardais les clips en boucle, et je regardais les histoires, je regardais vraiment, voilà, c'était vraiment ma passion. Donc c'était la suite de Michael Jackson finalement, mais là je virais plutôt vers un côté gangsta rap en fait, hein. Et puis il y a eu le rap français qui est apparu un petit peu après. Donc ça a été Rimka, Mafia Kinfry, Rof, Booba, etc. Donc toute cette vague là. Et la même chose. Donc voilà, vraiment investi à fond là-dedans. Et à un moment, dans mon école, j'étais même presque comme une banque de données, parce que j'avais mon MP3 et les gens venaient me trouver pour voir des sons qui pouvaient être intéressants. Donc je faisais vraiment des découvertes, j'allais vraiment en profondeur dans la chose. C'était vraiment une passion, un peu plus que la norme, on va dire. Et voilà, vraiment, voilà, je dis, les gens venaient autour de moi pour savoir s'il n'y avait pas des nouveaux sons, quelles étaient les tendances, etc. Donc toujours gangsta rap, rap français, tout ce qui s'ensuit. Et alors du coup, très jeune, donc en secondaire, j'ai eu des amis donc qui étaient dans le milieu de la danse, du breakdance en l'occurrence, et donc dans le milieu des spectacles, etc. J'avais un ami à l'époque, un bon ami à moi qui était dans ce milieu-là, qui a d'ailleurs excellé là-dedans. Et donc je commençais à l'accompagner dans ses spectacles, dans ses concerts et tout ça, et je voyais comment il était
comment il était acclamé, comment ils étaient, parce qu'il y avait plusieurs danseurs, bien sûr, c'était des académies de danse. Et je voyais un petit peu tout ce milieu de la scène, du spectacle, et comment ils vivaient de leur passion, comment ils s'exprimaient, comment ils exprimaient leur passion, comment ils étaient à fond dedans, et comment les gens étaient reconnaissants par rapport à leur art et tout ça. Et ça me parlait vraiment, quoi. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert le côté spectacle, etc. Et puis j'ai eu moi-même l'envie, en fait, de commencer quelque chose. Donc je devais avoir 13-14 ans. Et je venais de déménager, je me rappelle, je prenais un autre bus, donc j'habitais ailleurs, j'avais changé d'école, etc. C'était au tout début, et j'ai rencontré un gars dans le bus, un jeune dans le bus qui prenait le bus avec moi. J'ai été le trouver, je me rappelle un jour, on était peu nombreux dans le bus, j'ai été le trouver. Et je lui ai fait part, en fait, de mon souhait. Je dis voilà, on a commencé à parler musique, on a commencé à parler rap, hip-hop et tout ça, et le feeling il est passé directement, donc on s'échangeait des références, et puis je lui ai dit écoute, moi j'aimerais bien commencer quelque chose. Et il a accroché directement, parce que lui en fait il faisait du synthétiseur, donc il faisait du piano, et il a accroché directement, il m'a dit ouais vas-y viens à côté de chez moi et tout ça, il y a un endroit où il y a du matériel et on pourrait essayer quelque chose, etc. Alors accrochez-vous bien, j'ai commencé ça dans une église. Donc j'étais pas dans la religion ni rien, donc j'étais vraiment loin de tout ça, et donc moi il m'avait donné un rendez-vous. Moi je pensais que c'était je sais pas, j'avais pas compris en fait, je pensais que c'était un centre de jeunes tout simplement. Il m'avait dit viens dans un endroit et il y a du matériel, et puis après je suis rentré, je me suis aperçu que c'était une église, quoi. Donc je suis rentré dans une église, il y avait un micro, il y avait des instruments parce qu'il y avait une salle qui était dédiée à ça. Et j'ai commencé à tester le micro de cette manière. Puis bon, le matériel, je me rappelle, c'était pas optimal. Il m'avait dit, on va aller chez moi, on va essayer quelque chose. Donc on a été chez lui, il a pris son synthé, et moi j'ai commencé à écrire quelque chose. Et puis j'ai commencé à rapper sur son synthétiseur, et je me rappelle, je pense que j'avais enregistré avec mon téléphone, avec mon microphone. Et il avait aimé, mais d'une manière, il m'avait dit, waouh, c'est exagéré, c'est trop bien, tout ça, bon, ça déchire, tout ce qui s'ensuit. Donc il m'avait vraiment encouragé à me lancer. Et puis moi j'étais un petit peu parti. Et je me rappelle, ça s'est vraiment fait en quelques jours. Après j'ai repris le bus pour aller en ville, le même jour d'ailleurs, pour aller rejoindre un ami, une bande d'amis. Et quand j'étais allé rejoindre en ville, il y a une autre personne que je ne connaissais pas encore, donc qui était ami commun de l'ami que j'avais été rejoindre, qui lui revenait du studio d'enregistrement. Donc notre ami en commun a fait les présentations, puis il m'a dit voilà, je te présente un tel, donc lui aussi il est intéressé par la musique, il est parti dans un studio, et puis il m'a présenté, voilà, lui aussi il écrit des choses, donc on s'est rencontrés de cette manière, et puis c'est de là qu'est parti mon premier rendez-vous en studio. Donc je lui ai dit ah ouais, c'est où et tout ça, puis il m'a montré l'adresse et tout ça, il m'a donné le numéro, et je suis parti, quoi. C'est de là que ça a commencé. Donc je suis parti en studio, puis après j'ai enchaîné. Pendant 4-5 ans, j'ai enchaîné. Rendez-vous sur rendez-vous. On payait déjà à l'époque, hein, donc j'avais 14 ans, j'avais pas d'argent, un petit peu d'argent de poche. Fallait déjà payer les enregistrements. Je sais plus ce que c'était, mais voilà. Donc j'étais déjà dans cette démarche où il fallait que j'investisse dans ce que je voulais faire. Et donc j'ai commencé à prendre plusieurs rendez-vous. Je me rappelle, j'avais même pas l'argent que je prenais des rendez-vous, en fait. Je me disais c'est pas grave, je trouverai un moyen. Et je me rappelle que le premier son que j'avais sorti, il avait vraiment fait beaucoup de bruit dans mon entourage. Énormément de bruit. J'ai eu énormément de retours dans le bus, les gens à l'école et tout ça. Et j'ai vraiment, avant il y avait Skyblog, donc on mettait ça sur Skyblog, et il y avait vraiment eu un engouement dès le départ, quoi. Et c'est ce qui m'a motivé à continuer, puis j'ai continué, et ça a duré 4-5 ans, et j'ai fait près de 200 enregistrements, près de 200 sons. Alors j'ai bien entendu, j'ai participé à différents projets, j'avais fait un projet dans mon école qui avait cartonné également, etc. Donc voilà, j'étais vraiment lancé là-dedans. Et puis jusqu'au stade où ça a commencé à prendre plus sérieusement, toujours de manière locale, bien entendu. J'étais pas un rappeur international ou je sais pas quoi, pas du tout. Je n'étais pas encore sollicité par des maisons de disques ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu une carrière locale, ça s'est arrêté à ça, alhamdoulilah. Mais voilà, il commençait à avoir en fait à cette époque des jeunes qui avaient des contacts intéressants sur Paris, qui organisaient des scènes intéressantes, donc section d'assaut, plus de 3000 personnes et tout ça.
Et j'ai commencé à être sollicité par ces personnes-là en me disant, ben voilà, viens faire des premières parties, viens faire ceci, viens faire cela. Donc on a commencé vraiment à me mettre sur des affiches, voilà, vraiment à tout ce côté-là, quoi. Donc ça commençait à démarrer un petit peu. Alors j'avais eu un groupe entre-temps et tout ça, donc je passerai tous ces détails-là. Mais j'étais pas seul, bien entendu, dans ce que je faisais. Donc ça a pris un petit peu de cette manière. Et en gros, donc en résumé, c'est vraiment une culture dont je m'étais complètement imprégné, qui animait ma vie au quotidien, donc, et que je défendais, parce que le rap, le hip-hop, c'est une culture qui n'est pas spécialement appréciée de tous, surtout dans les plateaux télévisés, etc. Ce que aujourd'hui je peux comprendre. Et moi, j'étais vraiment un partisan de ça. Et je vivais vraiment le truc à fond. Hein, c'était vraiment ma vie. Et puis, c'était vraiment ce que je vivais, les gens qui m'entouraient. Puis à ce moment-là, je commençais à traîner beaucoup dehors. Donc c'était vraiment tout ça, quoi. C'était vraiment tout un mode de vie, quoi. C'était tout un mode de vie dans lequel je me retrouvais complètement. Maintenant, bien entendu, je précise quand même que, comme je l'ai dit, mes parents m'ont donné une très bonne éducation au niveau des valeurs, au niveau de la discipline, au niveau de tout ça. Donc, tout ce qui est respect, politesse, rigueur, débrouillardise, vraiment, l'éducation au niveau des valeurs et de la discipline, j'ai reçu une très très bonne éducation. Mes parents ont toujours tout fait pour moi. Et je leur en suis au passage très reconnaissant. Donc, j'étais pas du tout un enfant livré à lui-même, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de situation, mais très important, je faisais en sorte de l'être. Parce qu'en fait, justement, dans le rap, déjà qu'on est très jeune, on s'invente en fait un délire, on s'invente un peu une vie. Et même si on a une situation confortable, on prétend qu'on est dans la galère, quoi. Et ça, je l'ai vu, hein, je le dis pas que pour moi, ça, je l'ai vu vraiment par rapport aux jeunes qui m'entouraient, etc. J'ai vu que on parlait de galère, on parlait de misère, on parlait de ceci et de cela, mais dans toutes les personnes que j'ai connues qui faisaient de la musique, les vraies personnes dans la précarité, il y en avait peut-être une ou deux sur 50, quoi. Donc et tout le reste, c'était juste un délire qu'on était en train de s'inventer, quoi. Alors chacun avait ses problèmes, mais bon, je veux dire, c'est des problèmes de la vie de tous les jours. Donc ça, c'était pas lié au ghetto, ou à la banlieue, ou à la misère, ou je sais pas quoi. Donc au final, je m'étais enfermé là-dedans. Donc malgré que mes parents étaient présents, malgré que mes parents avaient tout fait pour moi, moi d'un autre côté, j'étais en train de m'inventer un petit peu un personnage, et c'est ce dont je vais parler. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que je parle en connaissance de cause parce que j'étais vraiment imprégné par ce milieu-là. Contrairement un petit peu aujourd'hui, vu que c'est tellement facile aujourd'hui de se lancer, soi-disant rappeur ou artiste ou quoi que ce soit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent juste pour essayer de réussir là-dedans, mais sans vraiment connaître l'origine des choses, sans vraiment être imprégné par cette culture. C'est ce que je veux dire en fait. C'est que moi j'étais vraiment imprégné par la culture. Comme beaucoup d'autres, mais voilà. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas commercialisé comme aujourd'hui. Si tu le faisais, c'est que t'étais vraiment passionné d'une certaine manière, parce que c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, quoi. Et puis, vers mes 18 ans, donc, le délire, il a commencé à prendre des proportions différentes. Hein. Et ce milieu-là, dans lequel je suis en train d'évoluer, il commence à me pousser à aller toujours plus loin, en fait. Dans le péché, dans le mode de vie que j'avais adopté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, clairement, le rappeur, il cherche une crédibilité dans ces choses-là. Le fait d'avoir fait de la prison, le fait d'avoir fait des mauvaises choses, le fait d'avoir fréquenté des femmes vulgaires, etc. Donc, tout ce qui s'ensuit. Hein. Tout ce côté bling-bling hein, que vous connaissez certainement, que les rappeurs essaient de développer et qu'ils essaient de se construire à travers ça, quoi. Et en fait, ça devient un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, c'est toute une vision qu'on a sur la société et sur le monde qui est complètement chaotique, hein, et qu'on va construire et alimenter à travers le temps, à travers la pratique. Et ça devient presque dogmatique. Donc ça devient en fait une vision, je veux dire, sur la vie, quoi. Donc en fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, alors qu'on est des gamins, qu'on comprend rien à ce qu'on raconte, on est en train de dire des choses sur la vie, sur Dieu, sur la création de la vie, sur la raison de notre existence, etc. Donc des choses vraiment dogmatiques. On est en train de s'exprimer, en fait on est juste en train de faire du copier-coller par rapport à l'influence qu'on a pu avoir en France ou en Amérique. Et on est en train de faire du blasphème, on est en train d'insulter la vie, on est en train de
Voilà, ça devient vraiment très profond en fait. On n'est pas juste dans une question de société, de misère financière, etc. On est vraiment dans quelque chose de très, dans une conception de la vie qui est vraiment très profonde et très chaotique, bien entendu. Et c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, ce qu'on va dire dans notre musique, on va le vivre dans notre vie. C'est-à-dire que voilà, moi je vais parler de quelque chose dans ma musique, ben automatiquement je vais me dire bah ouais, bah dans ma vie c'est comme ça que je dois me comporter. Donc ça devient un modèle par rapport à ce que j'ai dit dans la musique. Je prends un exemple, hein, je vais parler de bagarre dans mes musiques. Bah, automatiquement je vais beaucoup être plus beaucoup plus être comment je vais dire, prêt à me battre dans la rue parce que j'en ai parlé dans ma musique. Parce que je me suis donné une étiquette de bagarreur. Et puis après, ben, je vais me battre dans la rue, et puis je vais en reparler dans ma musique, quoi. Donc en fait, c'est un qui alimente l'autre, et on s'enferme comme ça dans ce cercle vicieux-là. Et bien entendu, s'ensuit tous les problèmes au sein de la famille, problèmes judiciaires, plus envie d'aller étudier, plus envie de travailler, une vision des femmes qui est complètement bousillée, et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment toutes ces choses-là. On est dans quelque chose de très chaotique. De très pessimiste, de très chaotique. C'est rarement des messages d'espoir qu'on véhicule.